Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sans grande prétention. Il ne s'agit pas d'imaginer que vous allez apprendre en confinement comme vous l'auriez fait en cours théorique. Simplement, cette vidéo est destinée à compléter le travail qu'on a commencé ensemble en TD, le travail que vous avez fait en confinement, pour tout simplement essayer de boucler la boucle au cours de ce semestre sur les niveaux de pratique et les voies de progression. Les niveaux de pratique jusqu'au niveau confirmé, hein, puisque le niveau expert, on l'étudiera l'an prochain. Donc le thème de cette petite vidéo, c'est les voies de progression, ce qui répond aussi à l'article que vous aurez à lire, qui s'appelle Les secrets de la progression, qui est un article de la revue Grimper. Donc pourquoi les voies de progression? Mais tout simplement parce qu'il faut avoir conscience qu'il n'y a pas une voie de progression. C'est vrai que quand on fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire l'analyse avec des tableaux des différents niveaux de pratique, on pourrait en arriver à croire qu'il y a une façon de progresser en escalade. Il faut toujours bien sûr rester très vigilant sur le fait qu'il y a de multiples voies de progression et que si certains vont atteindre le sixième degré en privilégiant peut-être une progression sur la force, d'autres vont l'atteindre en privilégiant la technique ou en privilégiant peut-être aussi la lecture de voix, la mémorisation, la motivation, la combativité, etc. Donc les tableaux qu'on a vus, il faut les voir comme des caricatures de ce qu'est un grimpeur débutant, un grimpeur débrouillé, un grimpeur confirmé. Bien évidemment, chacun va passer d'un niveau à un autre à sa façon. Donc, ça revient à ce qui est écrit ici, il n'y a pas un débutant, comme il n'y a pas un grimpeur de 6A. Vous prenez 10 grimpeurs de 6A, vous aurez 10 grimpeurs différents qui vont être un mélange des qualités et des défauts qu'on voit dans les tableaux débutants, débrouillés et confirmés. Un grimpeur de 6A, c'est quelqu'un qui, par certains moments, aura des comportements de grimpeur confirmé, peut-être dans un passage facile ou dans un passage dans lequel il est à l'aise. Mais par moment, il peut avoir des comportements de débutant, soit dans un passage difficile, soit dans un passage qui ne lui convient pas et où il n'aura pas trouvé la bonne solution. Donc, quand on est dans l'analyse des niveaux tel qu'on l'a fait avec des tableaux, on est un petit peu dans la détermination de comportements types. Donc, ces comportements types doivent aussi être vus en analysant les ressources de façon interdépendante. D'accord? Donc le premier danger, comme je l'ai dit auparavant, c'est d'imaginer qu'on passe d'un niveau à l'autre d'un bloc. Et le deuxième danger, c'est d'imaginer que les trois types de ressources qu'on a analysées sont étanches les unes avec les autres. Ce qui n'est pas le cas, elles sont évidemment en interdépendance. On a déjà vu ça au premier semestre quand on a fait la LTP sur la psychologie. Donc on voit ici les ressources affectives, motrices et cognitives, et le cercle de l'affectif est le plus important. Pour quelle raison? Bien, tout simplement parce que, comme on l'a vu au premier semestre et comme on l'a déjà répété lors du premier cours du semestre, l'affectivité, eh c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce que nous dit Arnaud Vallon. L'affectivité est la source de lumière qui donne la couleur, la tonalité à nos actes, qu'ils soient d'ordre moteur ou cognitif. Et si vous voulez une citation plus simple, l'affectivité est la clé des conduites motrices, Pierre Parlebas, dans le dossier EPS numéro 4 en 1990. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous conseille vivement de connaître par cœur une de ces deux citations. C'est important à l'université d'avoir des références et d'être capable surtout de les expliquer. Voilà. Utiliser une référence de ce type et l'expliquer, ça sera toujours vu comme quelque chose de très positif. Donc maintenant qu'on a vu qu'on ne passait pas d'un niveau à l'autre de façon brutale, que donc les niveaux étaient liés les uns aux autres, maintenant qu'on a vu que les différentes ressources sont elles-mêmes liées les unes aux autres, on comprend bien que l'analyse des voies de progression, c'est quelque chose de complexe. Alors c'est quelque chose de complexe, mais bien sûr on essaie de le simplifier. On le simplifie avec des comportements types. L'analyse des comportements types, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait par les professeurs de PS. Et là vous pouvez voir un tableau réalisé en 1997 par Franck Vacher dans un ouvrage qui s'appelle Les conduites typiques en escalade. Pardon, dans un article qui s'appelle Les conduites typiques en escalade. Donc il faut savoir que dans les années 90, au moment où s'est beaucoup développé la didactique en EPS, de nombreux enseignants ont essayé de déterminer des conduites typiques dans les différentes activités pour essayer de mieux comprendre les voies de progression des élèves.
En escalade, on a eu de nombreux tableaux, et celui-ci, eh bien, il est intéressant parce qu'il a eu du succès, tout simplement, et il essaye quand même de mettre l'accent sur des points essentiels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une multitude de critères, mais il y a quand même une façon de préciser ce qui est le plus important. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Sans regarder dans le détail le tableau, on voit que dans un premier niveau, pour Franck Vacher, c'est la gestion de l'équilibre. Donc effectivement, le débutant, lui, cherche avant tout à ne pas tomber. C'est ce qu'on a vu nous-mêmes lorsqu'on a analysé l'intention dominante du débutant. Pour Franck Vacher, le grimpeur débrouillé, lui, est organisé non plus tellement par l'équilibre, mais par la gestion perceptive. C'est-à-dire, en fait, il cherche les prises, il cherche les bonnes prises. Donc il est déjà dans un objectif qui est d'atteindre le sommet de la voie, qui est véritablement de rentrer dans le jeu de l'escalade. Au troisième niveau, qui ne correspond pas encore vraiment au niveau confirmé que nous avons nous étudié, qui est un petit peu une transition entre le débrouillé et le confirmé, c'est la gestion mentale. Alors quelle est la différence entre la gestion mentale et la gestion perceptive? C'est la notion d'anticipation, c'est-à-dire que là le grimpeur va commencer à anticiper plusieurs mouvements et va essayer de mettre en relation les mouvements qu'il connaît avec les prises. Il voit une prise verticale et se dit tiens, je pourrais peut-être me mettre en quart externe. Ce que ne fait pas le grimpeur à la conduite B. C'est-à-dire que le grimpeur à la conduite B cherche les bonnes prises, commence à aller chercher plus sur le côté, regarde plus ses pieds lorsqu'il pose ses pieds sur les prises, mais n'est pas encore dans la mise en relation des prises et des mouvements. Donc, si je reprends tout depuis le début, gestion de l'équilibre, ne pas tomber, gestion perceptive, trouver les bonnes prises, chercher des prises au-delà de ce que je faisais en tant que débutant. Niveau 3, mettre en relation les prises avec les mouvements que je connais. Donc, si on reprend un petit peu ce qu'écrit Franck Vacher, on voit encore une fois construire son équilibre dans la conduite A1, rechercher les prises, choisir les prises dans la conduite B1 et se faire une représentation de 2 à 3 mouvements pour la conduite C1. La conduite A2, B2 et C2 sont des conduites de transition pour atteindre le niveau supérieur. Je vous laisse en prendre connaissance par vous-même. Le dernier niveau, si effectivement c'est important, il parle de cheminement prédéterminé et il parle de représentation de la succession des mouvements. Donc là, c'est ce qu'on trouve nous dans notre niveau confirmé, avec vraiment une anticipation des mouvements à réaliser en fonction des prises que j'ai pu observer. Donc ce qu'on peut retenir de global sur cette analyse des conduites typiques, eh bien, de mon point de vue, c'est cette notion d'anticipation. C'est-à-dire que le grimpeur débutant, il est en réaction. C'est-à-dire qu'il prend des prises et il essaye de s'adapter, tant bien que mal, aux prises qu'il a attrapées. C'est-à-dire que là, on a un grimpeur en réaction. À partir du niveau B, on a un grimpeur qui commence à essayer d'anticiper. C'est-à-dire qu'il ne va peut-être pas aller chercher une prise parce qu'il a compris qu'elle allait le mettre en difficulté. Il va peut-être en privilégier une autre parce qu'il pense qu'il va pouvoir en faire quelque chose. Il commence peut-être à comprendre que prendre une prise inversée, ça peut être intéressant. Et il anticipe avant même de la prendre que c'est quelque chose qui va être utilisable. Alors qu'un débutant, il va aller toucher une prise, il va peut-être se retrouver à la prendre en inversé, et là il va essayer de trouver comment faire en sorte de la valoriser. La conduite C, on est dans l'anticipation. C'est-à-dire que là on a un grimpeur qui peut anticiper les mouvements qu'il compte faire avec des prises qu'il n'a pas encore touchées. Des prises qui sont 2-3 mouvements au-dessus de lui. Et donc là, il y a vraiment une anticipation. Ah, je ne vais pas aller à droite, parce que si je vais à droite, je vais peut-être me retrouver dans une impasse, et je ne vais pas pouvoir aller chercher en verticale main gauche cette prise que je vois à ma gauche et qui m'a l'air intéressante. Donc là, on voit bien qu'on a un grimpeur qui au départ est en réaction, puis ensuite qui est dans l'action, et enfin un grimpeur qui est en anticipation. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'on voit bien que là, ce qui est déterminant dans la progression du grimpeur, c'est la dimension cognitive, c'est pas la dimension motrice, c'est vraiment la façon de se représenter dans la voie, la façon de se projeter mentalement dans la voie. On est dans la perception, dans la prise d'information et dans l'anticipation. Donc on voit bien ici qu'une activité qui pourrait être perçue avant tout comme motrice s'explique par l'aspect cognitif. Alors bien sûr, ça s'expliquera aussi par l'aspect affectif, parce qu'on se doute bien qu'en fonction des émotions, la prise d'information ne sera pas la même. Si
Si j'insiste encore une fois sur cette notion d'anticipation, c'est parce que c'est une voie de progression essentielle dans toutes les activités sportives. C'est vrai dans les sports de raquette, c'est vrai dans les sports collectifs, c'est vrai en fait dans toutes les activités.